Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu au titre ainsi qu'à la miniature, on va parler de Dragon Ball GT. L'œuvre qui a tant souffert et qui aujourd'hui renaît un peu de ses cendres. Pour d'ailleurs deux bonnes raisons. La première, c'est grâce à un changement de génération qui fait que les nouveaux fans de Dragon Ball apprécient cette suite Dragon Ball GT. Et la deuxième, c'est qu'on apprécie Dragon Ball GT parce qu'on a fait pire dans Dragon Ball Super. Mais tout cela ne m'intéresse guère aujourd'hui. Moi, ce qui m'a passionné dans Dragon Ball GT, malgré que dans la globalité de l'œuvre, on reste totalement médiocre, elle possède une fin extrêmement intéressante de par le mystère qu'ont laissé le studio de développement autour de cela. Et c'est aujourd'hui dans cette vidéo que j'aimerais vous expliquer la théorie que je trouve la plus incroyable dans Dragon Ball GT. Je rappelle que cette vidéo, après le résumé de Dragon Ball GT, ne sera que pure théorie. Et tout ce que je vais dire ne sera que spéculation, puisque les développeurs ont laissé le mystère régner autour de cette fin pour que chaque personne puisse se faire son propre avis sur la fin de GT. Dragon Ball GT est une suite non canonique de Dragon Ball Z. Cela signifie tout simplement qu'elle ne suit pas trait pour trait le manga d'Akira Toriyama et est une version totalement indépendante produite par le studio de la Toei. Pour la petite info, elle ne possède même pas de version manga. Cependant, Dragon Ball GT continue l'histoire de Goku et de ses amis avec de nouvelles aventures. L'histoire commence avec l'arc des Dragon Ball Noirs qui est l'introduction de Dragon Ball GT. Le tout premier antagoniste de Dragon Ball, nommé Pilaf, invoque Shenron avec l'aide des Dragon Ball. Et c'est par accident qu'il fait un vœu afin de transformer Goku en enfant. Les Dragon Ball sont ensuite éparpillés, cette fois-ci non pas sur Terre, mais à travers tout l'univers. Et si elles ne sont pas rassemblées dans un an, la Terre sera détruite. Dans cet arc, Goku, Pan ainsi que Trunks embarquent pour un voyage interstellaire afin de retrouver les Dragon Ball noirs pendant leur quête. Ils rencontrent divers ennemis, de la princesse serpent à la bande de pirates de l'espace. Chaque confrontation leur permet de se rapprocher de leur objectif. Les planètes visitées sont remplies d'aliens uniques, donnant à l'arc une véritable sensation d'aventure spatiale. D'ailleurs, le point culminant notable de cet arc est lorsque nos héros visitent la planète M2 contrôlée par le Dr Miyu, qui a créé une armée de machines mutants pour le servir. C'est ici que Goku ainsi que Pan et Trunks rencontrent pour la première fois Baby, un antagoniste majeur de la série. Cet arc se termine avec le retour réussi de Goku sur Terre après avoir récupéré toutes les Dragon Ball, mais pas sans avoir laissé Baby s'échapper pour atteindre la Terre. Et en parlant de Baby, il est le deuxième arc de Dragon Ball GT puisqu'il est l'antagoniste majeur de celui-ci. Baby est un organisme parasite créé par les Tsufoul, une race éteinte par les Saiyans. Son objectif est donc de prendre le contrôle de la Terre, la transformer en une nouvelle planète Tsufoul et de se venger des Saiyans pour leur passé destructeur. Baby prend le contrôle de nombreux êtres, y compris Gohan, Goten ainsi que Vegeta. C'est sous l'emprise de Baby que Vegeta subit une transformation en grand singe doré. La situation devient totalement désespérée jusqu'à que Goku atteigne une toute nouvelle transformation, le Super Saiyan 4. Cette forme qui combine la force de base du Saiyan avec le pouvoir du Super Saiyan et du Grand Singe. Celle-ci donne à Goku le pouvoir nécessaire pour éteindre Baby, puisque l'affrontement entre Goku Super Saiyan 4 et Baby Vegeta en forme Ozaru est l'un des combats les plus mémorables de l'arc. Baby sera finalement vaincu par Goku avec l'aide de tous ses amis en utilisant un Super Kamehameha pour détruire l'organisme parasite. C'est là que l'arc se termine avec la restauration de la Terre et Baby éjecté
dans le soleil par le Kamehameha, mettant fin à la menace qu'il représentait. Le prochain arc sera l'arc de Super Saiyan 17, puisque dans cet arc, c'est le Dr Gero et le Dr Mew qui se sont associés en enfer, fusionnant leurs créations respectives de C17 afin de former Super C17. C'est avec sa force considérable que Super C17 lance une vague de terreur, détruisant les villes et éliminant les autres combattants. Pendant ce temps en enfer, une brèche se forme, permettant aux méchants vaincus précédemment de retourner sur Terre. Goku doit alors combattre à la fois Super C17 et ses anciens adversaires revenus de l'au-delà. La bataille finale contre Super C17 est intense. Malgré ses efforts, Goku est incapable de vaincre le puissant androïde. C'est seulement lorsque C18 intervient en déstabilisant C17 que Goku trouve une ouverture pour l'attaquer et finalement le détruire. À la fin de l'arc, comme d'habitude, tout va bien, la paix revient avec la fermeture de la brèche vers l'enfer et le retour des méchants défunts dans l'au-delà. Le prochain et dernier arc est pour moi le meilleur, et celui qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, puisqu'il est l'arc des dragons maléfiques. Chacun né de l'abus des Dragon Ball, chaque dragon représente un vœu fait dans le passé, et ils ont tous pour mission de détruire la Terre. Nos héros menés par Goku et Vegeta doivent affronter chacun de ces dragons. Chaque combat est unique, car chaque dragon possède des capacités différentes, basées sur le vœu qui les a créés. Par exemple, le dragon de la pollution a été créé par le vœu de Bulma de ressusciter toutes les victimes de Majin Buu. L'antagoniste final est Lee Shenron, le plus puissant des dragons maléfiques, absorbera les Dragon Ball pour devenir Omega Shenron. Goku et Vegeta sont obligés de fusionner pour devenir Gogeta Super Saiyan 4. Mais même cela se révélera être insuffisant. C'est finalement un Genkidama universel alimenté par l'énergie de tous les êtres de l'univers qui permet à Goku de vaincre Omega Shenron. C'est après le combat que Goku partira avec le Shenron que l'on connaît, mettant fin à la série sur une note mélancolique et mystérieuse. La partie théorie commence totalement maintenant et c'est avec le combat final contre Lee Shenron. Quelque chose qui m'avait pas vraiment marqué au début, mais en ayant revu le combat, le dialogue entre Goku et Lee Shenron m'a clairement interpellé. Je vous le dis directement, Goku est pour moi mort de l'attaque de Lee Shenron. Il n'y avait plus aucun espoir sur Terre, Goku était totalement fini. Et c'est après que Vegeta se soit fait laminer qu'il vit Goku faire le Genkidama et sortir de ce fameux cratère. C'est là où la Toei ont laissé la part d'ombre sur ce qui s'est passé finalement dans ce cratère, puisque on ne le sait pas. Goku ressort d'un Genkidama et Lee Shenron est totalement choqué. C'est sentir le ki et il sait quand il tue un ennemi. Pour lui, il avait totalement tué Goku. Et il lui dit clairement, en étant choqué, comment c'est possible que tu sois encore vivant. Et la réponse de Goku à ce questionnement, c'est malgré tout, je ne peux pas mourir. Malgré que Dragon Ball GT soit mauvais, les gens, elle suit quand même la trace narrative de Dragon Ball de Toriyama au niveau du développement. Goku est un personnage sensé dans Dragon Ball GT, contrairement à Dragon Ball Super. Ce qu'il dit a tout de même un énorme impact. Et je n'ai jamais vu Goku autant sûr de lui de ne pas mourir. Et ici, il le dit clairement et noir sur blanc, malgré tout, je ne peux pas mourir. Mais ce qui fait plus sens, c'est qu'il dit qu'il ne peut pas mourir avant de l'avoir vaincu. Quand Lee Shenron rétorquera en disant que ce n'est pas possible et qu'il était censé être mort, que par la même occasion il attaquera violemment Goku, avec une attaque qui est censée une fois de plus le tuer, Goku résistera, comme s'il était tout simplement immortel. Immortel jusqu'à le battre. Et d'ailleurs, la Toei feront une chose qui est, je pense, très subtile, c'est de diviniser Goku comme le porteur de l'espoir. Il fait un Genkidama universel avec le Genki de tous les habitants de l'univers, représentant ici l'espoir de tout l'univers comme il l'est dans Dragon Ball Z, et il le concrétise dans ce Genkidama et dans cette forme et cette lueur blanche qu'il montre, sans prendre, comme je le dis, aucune égratignure de la part de Lee Shenron, alors qu'avant, il était totalement au fond du cratère. Et ma théorie est la suivante. Pour moi, Shenron a juste ressuscité Goku afin de sauver la Terre, pour qu'à la suite, il puisse devenir le gardien des Dragon Ball. Puisque comme nous le raconte Dragon Ball GT, à force de trop utiliser les Dragon Ball, ils ont fini par tout simplement être maudits, et ça donnait tous les dragons maléfiques et les problèmes par la suite. Shenron n'avait donc plus sa place, parce que tout simplement, la puissance de Shenron est égale à la puissance du dieu de la Terre. Mais maintenant, si le nouveau Shenron c'est Goku, il n'y a plus aucun risque que tout cela se reproduise. Il est le gardien parfait des Dragon Ball, et plus aucune menace pareille ne risquerait d'arriver. D'ailleurs, la scène où toutes les Dragon Ball rentrent dans son corps est tout simplement parfaite. Il nous explique simplement comment Goku est arrivé à ce stade-là. D'ailleurs, dans son voyage d'adieu, où il rencontre Kame Sennin et Krillin, il disparaît comme de la fumée. Et avant cela, en partant avec Shenron, il laissera même son gi au sol, avec Pan qui le récupérera et Vegeta comprenant ce qui vient de se passer,
dira à Pan de garder ceci car cela est très précieux. Goku devient donc par la suite une divinité. Et cela il nous est même prouvé dans le film Dragon Ball GT avec Goku Junior, réaliser un vœu avec la boule à 4 étoiles. Ne savant pas qu'il fallait 7 boules de cristal pour réaliser un vœu, c'est Goku qui apparaîtra et lui expliquera comment cela fonctionne. Et par la même occasion, exaucera lui-même son vœu. Ici, c'est rien ni personne d'autre que Goku lui-même qui exauce un vœu afin de soigner Pan qui a plus de 110 ans. D'ailleurs, c'est ce que je rabâche tout le temps sur Dragon Ball, il ne faut jamais perdre d'espoir tant qu'il y a Goku, et c'est ce qu'il dit parfaitement à Goku Junior en lui exauçant le vœu et en lui parlant depuis le ciel. Goku est devenu tout simplement la chose qu'il voulait être au tout début de Dragon Ball, un homme libre, et il est totalement libre tant qu'il protège les Dragon Ball. Je trouve ça vraiment incroyable et la façon dont ça a été amené et laissé en suspense par la Toei, j'ai trouvé ça d'un génie incroyable. Après cela, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, ma vision de la fin de Dragon Ball GT, et j'attends la vôtre en commentaire si elle est totalement différente. Sur ce, je vous annonce une fin de vidéo et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement ainsi que le commentaire. Et moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. You